suis aperçue, et c'est toujours une des richesses de ce genre de rencontres, trop rare jusqu'à présent, nous reprenons la tradition, que beaucoup de gens se sont reconnus, parfois même au bout de 30 ou 40 ans, et j'ai entendu tout à l'heure. Donc la conférence va être l'occasion de retrouvailles émouvantes d'abord et peut-être riches pour la MOPA, c'est toujours à ça que je pense. Voilà, donc je vais dire quelques mots, mais très rapidement. Donc, chers amis, je ne connais pas les titres de tout le monde. Alors, je crois que dans ce cas-là, on dit en vous titres et qualités. Je trouve ça un petit peu rétro comme formule. Mais en tout cas, chers amis, vous tous qui avez bien voulu nous rejoindre aujourd'hui, c'est au cœur de ce quadrilatère d'excellence académique défini par la Sorbonne, le Collège de France et les lycées Henri IV et Louis le Grand que la MOPA a voulu relancer le cycle de ces grandes conférences qui ont naguère illustré son rayonnement. Je remercie très vivement Monsieur Joël Bianco, proviseur de Louis le Grand, je pense qu'il va passer tout à l'heure, proviseur de ce prestigieux lycée Louis le Grand, d'avoir accepté de nous accueillir. Quel sujet pouvait mieux nous rassembler qu'une interrogation sur l'avenir du métier d'enseignant, qui pour beaucoup d'entre nous a rempli une carrière et même une vie entière. Depuis quelques années, dans un contexte certes souvent difficile, les étudiants se détournent de cette profession, de ce désir de transmettre des connaissances et de participer à la formation de la jeunesse de demain. Nous avons échangé quelques phrases avec monsieur le professeur Le Gall, qui est président du jury d'agrégation d'histoire et qui se lamentait pour venir jusqu'ici sur la triste situation actuelle. Au travers de ce prestigieux parcours, son prestigieux parcours d'élève, c'est de ce monsieur dont je parle, d'étudiants, de professeurs, de présidents d'université, de directeur général pour l'éducation à l'UNESCO, Georges Haddad nous a, au Congrès de Genève, fait partager sa ferveur pour la langue française et pour l'école de la République. Nous sommes aujourd'hui très honorés et heureux de pouvoir l'écouter traiter d'une inquiétante question à laquelle il saura sans nul doute donner une réponse porteuse d'avenir. Un grand merci à toi, Georges. Je te laisse la parole. Chers amis, chers collègues, c'est avec une grande émotion et c'est sincère ce que je dis. J'ai l'habitude de parler, je suis un conteur par nature et je viens d'un peuple de conteurs. Donc parler était quelque chose d'assez courant dans ma famille et dans mon environnement. Mais aujourd'hui, je vais aborder une question qui me perturbe profondément, et Jean-Marie Le Gall, qui est là, aura des choses encore plus importantes que celles que je vais dire aujourd'hui, parce qu'il est au cœur de ce défi, le défi de l'enseignant aujourd'hui, dans notre société au XXIe siècle, et particulièrement dans notre pays, la France, qui a été à la pointe de l'action pour mettre en valeur le rôle des enseignants à tous les niveaux, c'est-à-dire du primaire, de l'école maternelle jusqu'au supérieur. Et quand j'entends Jean-Marie Le Gall, qui est un ami, un collègue très proche, professeur d'histoire à la Sorbonne, me dire à quel point il a des difficultés en tant que président du jury de l'agrégation d'histoire, tenez-vous bien, pour composer le jury et avoir suffisamment de candidats pour les postes qui sont mis au concours. Donc je le laisserai en parler, puisque nous aurons sans doute un débat, et son témoignage est ô combien essentiel et ô combien important. Alors je suis d'autant plus ému que je parle à l'invitation de notre présidente, je suis moi-même adhérent, tu m'as fait adhérer récemment, puisque j'étais tout. Non, par le charme, et par l'intelligence, et par le cœur. À l'ordre des palmes académiques, et j'ai le bonheur, en venant ici, de retrouver des amis que j'avais perdus de vue. Christian Amator, grand chimiste, membre de l'Académie des sciences, qui était mon collègue, mon condisciple à l'École normale supérieure. On s'est connus, on avait 20 ans. Alors il a fait de la chimie. La chimie, c'était le drame de ma vie. J'en rêve encore, J'en rêve encore. Pour le concours d'entrée aux écoles, les grandes écoles, que ça soit Polytechnique, l'épreuve de chimie, c'était mon angoisse absolue. Mon angoisse absolue. Et j'en rêve encore. Pour vous dire que 50 ans après, on est marqué par ces moments
essentiel de notre existence, où on se met en selle pour essayer de donner un sens à sa propre vie. Alors donc Christian Amator est là. Bon, je ne vais pas citer tout le monde ici. J'ai retrouvé ma cousine Germaine, Martine. Non, elle ne s'appelle pas Germaine, elle s'appelle Martine. Mais c'est ma cousine Germaine. C'est la fille de mon oncle que j'ai beaucoup aimée, qui est malheureusement décédée, et je n'avais pas revu Martine depuis plus de 30 ans, pratiquement, si on s'est vu dans les occasions un peu douloureuses, familiales et tout. Et elle-même est une grande, comment on dit pour une femme, serviteuse, serviteur, servante. Ah non. Non. Bon, une grande actrice du monde de l'enseignement et de l'éducation, puisqu'elle a été inspectrice dans des conditions parfois difficiles, où elle a assumé. Elle m'a raconté sa vie, que j'avais perdue de vue. Et je tiens à lui rendre hommage aussi, parce qu'elle a beaucoup agi dans ce domaine. Alors d'autres sont là, Sylvain Kern, Marjorie, ton nom de famille c'est Debert. Alors eux, c'est la Cité de la Réussite. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement, c'est un grand événement qui est né en 1989, dans mon bureau de jeune président, parce que j'ai été 2 fois président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En 89, j'étais le plus jeune, et en 2016, j'étais le plus vieux. Et la boucle est bouclée. Hein. Donc là, j'ai pris ma retraite. Jean-Marie Le Gall, je l'espère, me succédera dans quelques temps. Je le dis clairement. Et ce serait une chance inouïe pour l'université. Et donc, Sylvain Kern était venu me voir. Il était étudiant. Il finissait son DEA avec Sabatier, Daniel Sabatier, un grand serviteur, là aussi, de l'université. Il était venu me présenter un projet. On avait presque le même âge. Hein. Bon, j'avais juste 10 ans de plus que toi, maximum. Et est né un projet merveilleux, qui continue aujourd'hui encore, qui s'appelle la Cité de la Réussite. Et la Cité de la Réussite, c'est un moment magique. Pendant un week-end, toute la Sorbonne, le lycée Louis Grand d'ailleurs aussi, hein, c'est ça, hein, donc, et le Collège de France et tout, est dédié aux thématiques portées par la Cité de la Réussite. Et c'est là aussi autour de l'éducation, autour du savoir, autour de tout ce qui fait la vie des êtres humains. Donc là aussi, je tiens à lui rendre hommage, parce que ce qu'il a fait est unique et mérite d'être reconnu et apprécié. Il le sait, il n'en a pas besoin. Et on va se revoir jeudi pour en discuter avec Marjorie, qui est une actrice extraordinaire de la Cité de la Réussite. Alors, maintenant, je vais commencer mon propos. Alors, je vous demanderai beaucoup de tolérance et de gentillesse à mon égard. Je ne suis pas un spécialiste à proprement parler de ces questions. J'ai toujours été un acteur, plus qu'un spécialiste. Vous savez, les experts, je les laisse. Hein, je les laisse, ils sont experts. Je n'ai jamais été un expert des questions de l'éducation. Ma mission, c'est, bon, tu le sais, Christian, c'est les mathématiques d'abord. Hein, servir l'honneur de l'esprit humain. C'était la grande devise des mathématiciens et d'un grand mathématicien qui s'appelait Jacobi. En 1830, dans une lettre à Legendre, critiquant un autre mathématicien qui s'appelait Fourier, il disait que le but ultime des sciences et des mathématiques, ce n'est pas simplement de résoudre des problèmes, mais c'est surtout et avant tout de servir l'honneur de l'esprit humain. Et qu'à ce titre, une question de nombre vaut autant qu'une question du système du monde. C'est-à-dire qu'il y a tout dans tout. Même un petit problème d'arithmétique contient autant d'esprit, de force, qu'un grand problème sur la topologie algébrique ou la géométrie différentielle, etc. Donc il ne faut rien négliger. Et l'exemple historique des sciences, des mathématiques, toi c'est la chimie, hein, tu es un des plus grands chimistes au monde aujourd'hui, et demain aussi tu le seras aussi, ça c'est clair. C'est ce qu'il faut imprégner à nos jeunes à travers l'éducation. Comprendre que leur mission, ce n'est pas simplement de vivre, ce n'est pas simplement de survivre, parfois, malheureusement, mais c'est aussi d'être dans cette grande aventure de l'esprit humain. C'est ça le but de l'éducation. Il n'est pas ailleurs. Servir l'honneur de l'esprit humain, sinon, comme disait Malraux, on finira par considérer que l'être humain est la plus grande erreur de la nature. Et quand on voit ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, hein, dans ce monde dramatique
où des jeunes meurent en ce moment de bombardements, d'autres sont morts d'un nouveau pogrom, on pensait là aussi, et on voit bien que l'être humain n'a pas changé finalement. Et comme disait Lampedusa, qui vient de ta région, je crois, il était sicilien, Lampedusa, hein, dans le Guépard, si on veut que rien ne change, il faut faire en sorte que tout change. Le Guépard, Burt Lancaster, qui m'a fait rêver dans le film avec Alain Delon. Mais le livre est encore meilleur. Alors maintenant, je vais commencer très modestement à vous dire ce que je peux vous dire sur l'éducation et le métier d'enseignant. Et puis j'espère qu'on aura un débat sur la situation aujourd'hui du monde enseignant, spécifiquement en France. Je ne vais pas aborder des questions mondiales, je les ai gérées. Pour l'UNESCO, j'avais en charge ce qu'on appelait Teacher Education, la formation des enseignants à l'UNESCO. Et je tiens à vous dire que 30 ans après, la situation ne s'est pas améliorée. Bien au contraire. Malgré les efforts de l'UNESCO, malgré les efforts, entre guillemets, de la Banque mondiale, de l'Organisation internationale du travail, eh bien, la situation ne s'est pas améliorée. Et je vous donnerai un exemple très simple en Afrique de ce qui est en train de se passer pour les enseignants. Et il nous faut être solidaires avec nos collègues enseignants africains qui se battent pour survivre dans des conditions absolument innommables. Et je reviendrai là-dessus. Alors, en préambule de mon exposé, j'ai trouvé une phrase, c'est plutôt un proverbe, dans un livre plein de sagesse, qui s'appelle le Talmud. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Talmud, c'est des siècles de réflexion. Et dans le Talmud, vous avez cette phrase essentielle, et je la cite, cette phrase dit « L'avenir du monde repose sur la respiration et le souffle des enfants qui étudient. » L'avenir du monde repose sur la respiration et le souffle des enfants qui étudient. Et je ne sais pas si vous avez vécu ces moments magiques, j'en suis sûr, que je vis encore aujourd'hui, quand vous passez devant une école et que vous voyez une classe, il y a une fenêtre, vous voyez une classe et vous voyez l'enseignant avec ses enfants. Et vous voyez cette concentration, hein, ce désir d'apprendre et ce désir de transmettre. Et moi, je suis un peu romantique et un peu fou, je le sens, ce souffle et cette respiration. Et je sens que le monde repose sur nos capacités à transmettre le savoir à travers toutes les disciplines aujourd'hui. Et c'est ce que je voudrais développer aujourd'hui, c'est cet esprit humaniste de l'éducation. Ce n'est pas simplement transmettre des savoirs, des qualifications, donner des notes. Là aussi, on pourra revenir sur la note, l'apparition des notes, que j'ai toujours considérée comme une aberration. C'est l'économique qui l'emporte sur l'humanisme éducatif. On donne un prix à une copie. Mais que vaut ce prix? Et que représente ce prix par rapport à l'enfant, à l'adolescent, au jeune homme, qui va construire son avenir à travers ce qu'il a appris? Et donc on ne peut pas le juger uniquement sur des notes. Je pense, Jean-Marie, toi qui es un expert, un historien, est-ce qu'on mettait des notes au Moyen-Âge dans les universités ou à la Renaissance? On avait des exercices de compétition, des discussions. Mais on ne mettait pas de notes. Non, pas de notes comme ça. Voilà. Et je vous conseille un de ses livres qu'il a sorti il n'y a pas longtemps. C'est... Non, c'est les moustaches et les barbes à l'époque de la Renaissance. C'est une merveille. C'est une merveille. Alors, je commence. L'éducation constitue bien entendu le fil conducteur de l'aventure humaine, fil dont le parcours repose avec certitude, depuis l'ère moderne, sur le métier et la mission d'enseignant. Ce n'est pas simplement un métier, c'est une mission. Depuis son apparition sur Terre, l'être humain, comme ses cousins les plus lointains, a dû, pour survivre, affronter toutes sortes de dangers que lui imposait la nature. Cette adversité permanente contribua sans nul doute au renforcement et au développement des facultés intellectuelles de l'homme. L'homme d'une manière générique, hein, hommes et femmes. Hein, excusez-moi, je ne vais pas faire de l'inclusif, hein, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc je mettrai homme, enseignant, mais enseignante, femme, bien sûr, etc. Confronté à de formidables défis pour survivre et s'imposer, l'être humain a su progressivement trouver des réponses pertinentes et les a transmises aux générations futures pour que celles-ci s'en servent et les améliorent. Une de celles, alors là c'est celle qui très jeune
m'a interpellé. Une de celles qui m'a très jeune interpellé et émerveillé repose sur la capture du feu et de son usage salutaire, sans cesse amélioré pour la survie et le développement de l'espèce humaine. On va se reporter à... Quelle époque la capture du feu? Bon. Je suis pas préhistorien. Tu n'es pas préhistorien. Mais vous vous rendez compte, c'est un moment magique et critique où un homme, une femme, découvre comment maîtriser le feu et comment s'en servir. Il ou elle aurait pu garder ça pour soi. Non. Il ou elle l'a transmis. L'a transmis aux générations actuelles, pour elle ou lui, et à partir de là a commencé, à mon sens, l'aventure de l'humanité. Le feu a joué un rôle fondamental dans l'aventure de l'homme moderne pour se protéger, pour se chauffer et pour d'autres choses qui lui ont permis de survivre. Donc tout repose sur la transmission. Tout repose sur la transmission. Et toute l'histoire de l'humanité est faite de ces moments critiques qu'on appelle en mathématiques des singularités, où un savoir arrive et on le transmet, et à partir de là, le monde change. Et l'homme change. Pour le bien, et parfois, malheureusement, pour le mal. Par cet exemple, l'éducation, c'est-à-dire la transmission et le perfectionnement des savoirs, par la recherche et par la découverte, et de savoir-faire, montre, si besoin en était, que l'éducation est la clé de survie et de croissance pour l'humanité. Dans ce contexte d'évolution cognitive, initialement lente, en apparence, mais dont l'accélération n'a cessé de croître, se pose tout naturellement la question historique de la fonction enseignante, de son émergence et de son institutionnalisation socio-culturelle progressive. Nous n'aborderons pas aujourd'hui cette question parce que importante et complexe. Je laisserai les historiens et les experts aborder cette question, préférant bien entendu la confier, comme je l'ai dit, aux experts et aux chercheurs spécialisés dans cette question ô combien importante. Nous nous contenterons, dans cette modeste intervention, de mettre en lumière quelques aspects actuels du métier et de la mission d'enseignant, pour ensuite aborder ces questions dans le contexte national, pour conclure cet exposé, et puis le débat enrichira tout ce que pourra pu être dit, pour en dégager les promesses et regrettablement les périls et les menaces que nos collègues affrontent d'une manière quasiment quotidienne, parfois même au péril de leur vie. Et je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on rende hommage à nos collègues enseignants qui ont payé de leur vie le fait d'être enseignants, que ce soit Samuel Paty, que ce soit Dominique Bernard, que ce soit celui qu'on oublie, Jonathan Sandler, à l'école de Toulouse, qui a été tué parce qu'il était enseignant et juif en plus, avec ses 2 enfants et la petite, la fille du directeur de l'école. On les a tués parce qu'ils étaient, lui, parce qu'il était enseignant, et il avait un autre défaut que d'être enseignant, il était juif. Donc là aussi, il faut comprendre à quel point être un enseignant aujourd'hui, en France comme ailleurs, c'est un acte héroïque. C'est un acte, c'est un acte d'une générosité absolue, et il faut avoir vraiment du courage, de la volonté et de l'énergie pour aller vers le métier d'enseignant. Je l'ai vécu moi aussi en tant qu'enseignant universitaire. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile d'assumer cette mission, surtout face à une génération de jeunes et de moins jeunes qui nous considèrent un peu comme les agents du post-colonialisme culturel et autres. Mais ça, on reviendra sur cette question. Surtout en France, où j'ai découvert des choses qui me glacent. J'en ai parlé à nos autorités, mais elles font semblant de ne pas entendre, et elles se bornent à des débats sans queue ni tête et sans avenir. Nous commencerons par aborder donc la question du numérique, d'abord. Là aussi, l'enseignant est confronté à la modernité, bien sûr, et à la technologie. Et particulièrement aujourd'hui, de l'intelligence artificielle. Vous savez qu'on prétend que demain, nous n'aurons plus besoin d'enseignants et que les robots pourront faire tout le travail dédié à l'enseignant aujourd'hui. Qui, dès les années 80 du siècle précédent, donc le numérique et l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc issue du numérique, apparaissait comme précurseur d'un lent mais certain effacement
du métier d'enseignant. Les arguments évoqués sont principalement que ces technologies permettent une plus large diffusion des savoirs, leur meilleure accessibilité et surtout des économies de moyens considérables face à la massification, hypocritement appelée démocratisation de l'accès à l'éducation. Il est cependant tout à fait légitime d'affirmer et de reconnaître que face à la croissance exponentielle des connaissances et à leur indispensable mise à disposition équitable au profit du plus grand nombre dans toutes les régions du monde, les technologies de l'information et de la communication, renforcées par des algorithmes de plus en plus performants, jouent un rôle primordial dans la diffusion et le partage des connaissances et des savoir-faire au service d'un développement qui se veut durable et solidaire. Le credo était, les savoirs partout, pour tous et à tout instant, sans besoin des enseignants et des méthodes traditionnelles de transmission. Et je tiens à vous dire qu'à l'UNESCO, pendant 15 ans, j'ai eu à affronter ce genre de credo. Combien d'intervenants de haut niveau, de la Banque mondiale à l'OCDE, etc., étaient persuadés que demain, l'enseignant allait disparaître, d'où des économies financières considérables, et qu'il pourrait être remplacé par des robots ou par des machines, des machines informatiques qui remplaceraient de manière performante les enseignants dans la transmission des savoirs et des savoir-faire. Il est heureux de reconnaître que de telles prédictions et préconisations ne sont plus d'une absolue pertinence et que le métier d'enseignant retrouve jour après jour toute sa vigueur au point d'être de nouveau considéré comme une priorité des politiques éducatives dans tous les pays. On l'a échappé belle. Mais c'est un fait, et j'étais à l'UNESCO récemment avec la directrice générale, Madame Audrey Azoulay, et qui a pris les devants sur ce défi. Remettre l'enseignant au cœur du système éducatif, bien sûr avec l'apprenant. Mais l'enseignant redevient l'élément central, le pilier de tout système éducatif qui se veut humaniste, performant, équitable, solidaire et efficace. C'est ce que l'UNESCO n'a jamais cessé d'affirmer, quoique, depuis sa création en 1947, considérant même l'enseignant comme l'absolue priorité pour une éducation efficace et de qualité, je viens de le dire, s'attachant aujourd'hui encore, malgré les grandes difficultés rencontrées, essentiellement économiques et politiques, à inscrire la question enseignante au cœur de ses programmes d'activité pluriannuels. À titre d'exemple, et dans un contexte historique pour l'UNESCO, nous mentionnerons la recommandation conjointe Organisation internationale du travail UNESCO de 1966. Je suis sûr que vous la connaissez et vous l'avez lue, sur le statut des enseignants, 1966. C'est un sujet sur lequel nous pourrions travailler à la MOPA ou ailleurs, c'est cette déclaration de 66 sur le statut de l'enseignant. Et je me suis rendu compte que cette déclaration, qui est d'une importance fondamentale et qui contient des messages essentiels, est peu ou mal connue par le monde enseignant en particulier. Je mentionnerai également la recommandation de 1997 à laquelle j'ai contribué sur le statut des personnels de l'enseignement supérieur et je mentionnerai encore le comité conjoint OIT-UNESCO, OIT Organisation internationale du travail, d'experts sur l'application des recommandations concernant le personnel enseignant, ou bien, là aussi j'y ai contribué, la journée mondiale des enseignants, organisée chaque année par l'UNESCO, sans oublier des initiatives phares en faveur des enseignants dans toutes les régions du monde, particulièrement en Afrique subsaharienne. Rappelons enfin que dans ces différents contextes, l'Internationale de l'éducation, je ne sais pas si vous êtes familier de cette grande ONG, c'est la plus grande ONG des enseignants dans le monde, elle est basée à Bruxelles, j'ai beaucoup travaillé avec eux, IE,
international de l'éducation, s'est engagé comme un partenaire efficace et dynamique, et je tiens à leur rendre hommage parce qu'ils font un énorme travail dans ce domaine au service de l'éducation et des enseignants. Rappelons enfin que dès l'Antiquité gréco-romaine, tu me corriges si je dis une bêtise, la fonction d'enseigner est officiellement reconnue dans la cité. Mais que paradoxalement, voilà, on l'appelle, pour lui dire arrête d'écouter Jean-Bernard, reconnu dans la cité, voilà, ça c'est les bienfaits de la technologie, ça me permet de... Merci, hein, tu remercies. Non, mais c'est pas grave, au contraire, ça me fait du bien. J'avais oublié, j'étais à l'époque gréco-romaine, je vous disais. La fonction d'enseigner est officiellement reconnue dans la cité, donc dès l'époque gréco-romaine, mais que paradoxalement, la pédagogie semble être une mission dévolue à une autre catégorie de personnes, à savoir des esclaves éduqués, chargés d'accompagner et de soutenir dans leurs apprentissages les enfants des riches familles praticiennes. Oui, praticiennes. Patriciennes. Je corrige. Je viens de l'écrire, hein, c'est pour ça. Patricienne. Je le disais bien que ça n'allait pas. Patricienne. Et vous savez que dans les riches familles romaines, quand elles en avaient les moyens, l'esclave qu'elles choisissaient, le pédagogue, était d'origine grecque. Parce qu'il fallait parler le grec. Cet aspect de l'éducation ressemble fort de nos jours, esclavage mis à part, bien sûr, au système éducatif actuel, avec d'un côté les enseignants institutionnels, et de l'autre, on croit que le monde a changé, mais rien n'a changé, et de l'autre, le tutorat privé, ou le soutien pédagogique hors de l'école, qui se développe sans cesse, au détriment des enfants des milieux modestes. Il suffit d'aller dans les quartiers, hein, dans certains quartiers, ceci est inconcevable, d'avoir des cours particuliers de renforcement, dans d'autres, il est inconcevable de ne pas en avoir. Un des exemples les plus dramatiques à mon sens, et j'y suis allé très souvent, c'est la Corée du Sud. La journée de l'enfant est incroyable. Il commence à 5h du matin pour avoir ses cours particuliers jusqu'à 7h, 8h. Ensuite, ils vont à l'école jusqu'à 16h, 17h. Ensuite, le temps de prendre un petit goûter, ils retournent dans ces structures de tutorat privé jusqu'à 21h. Mais l'éducation devient pour eux un véritable calvaire. Alors, Corée du Sud, Japon, à Singapour, c'est la même chose. J'ai fait tous ces pays. Et j'ai vu à quel point l'éducation perdait cette dimension humaniste d'être un plaisir, mais aussi un effort, hein, un plaisir avec l'effort nécessaire d'apprendre et de découvrir le monde dans lequel nous vivons. Voilà. Et donc ces marchés, et ça représente bien entendu, comme vous le savez, un marché lucratif en pleine expansion, sans oublier le marché des écoles privées, aux droits d'inscription élevés, dans lesquels nos élites politiques, de gauche comme de droite, nationales, préfèrent inscrire leurs enfants. Une enquête chez les ministres nous révélerait, beaucoup d'entre eux, et d'anciens, et des présidents de la République, poser la question: où a étudié votre enfant? Où ont étudié vos enfants? 9 fois sur 10, vous pouvez être sûr, c'est dans une école privée. Pourquoi? Parce que l'école publique ne leur donnait pas suffisamment confiance, alors qu'ils étaient là pour la servir. Moi, je suis un farouche défenseur de l'école publique, accessible à tous. Bon. Et laïque. Bon, c'est pas grave. Ce dilemme récurrent entre enseignement public ou privé et pédagogie se pose avec d'autant plus d'acuité que les enseignants doivent faire face à un accroissement continu de la population étudiante, bien sûr, d'origine nationale ou issue d'une immigration croissante en France, en Europe et dans les pays dits du Nord particulièrement. Nous mentionnerons également le cadre aujourd'hui primordial d'une éducation tout au long de la vie, là aussi,
correspondant à des demandes en constante expansion de la part de populations adultes d'une grande diversité culturelle, nationale, etc., quant à leurs origines, leurs besoins et leurs exigences. Cette situation exige, pour pouvoir y répondre efficacement, une catégorie d'enseignants dotés de compétences et de qualifications adaptées sur lesquelles nous reviendrons brièvement. La formation tout au long de la vie et la formation des adultes demandent d'autres qualités ou d'autres qualifications que l'enseignement des enfants de 5 à 17 ou 18 ans et après à l'université. Donc là aussi, je pense qu'il va falloir repenser le métier d'enseignant dans toute sa diversité, dans toute sa complexité aujourd'hui, avec les besoins auxquels nous devons faire face. Il me paraît alors nécessaire d'analyser, ne serait-ce que brièvement, ce retour en puissance du métier d'enseignant, après une période sombre où certains responsables de tous bords et dans de nombreux pays s'étaient permis de préconiser, alors là, le terme était mondialement diffusé, était permis de préconiser une McDonaldisation de l'éducation. C'est-à-dire, vous venez, vous prenez votre fast-food éducatif, hein, l'enseignant lui-même est là pour vous servir le hamburger, je sais pas quoi, là, et puis c'est tout. Surtout dans les pays les plus fragiles, alors là, de plus en plus, ils sont les victimes de toute cette idéologie mortifère, et dans les zones les plus sensibles. Je me souviens qu'à l'UNESCO, on m'avait confié la mission de McDonaldiser la formation des enseignants. Et j'ai refusé. Et on m'avait dit, mais c'est le courant, il faut le faire, il y a de l'argent, faites-le. Et j'ai dit, mais non, je ne peux pas faire ça. C'est trahir mes convictions les plus absolues. Un enseignant, ça met du temps à être formé. C'est pas Jean-Marie Le Gall qui dira le contraire. On ne devient pas agrégé d'économie ou agrégé de mathématiques ou de chimie en 3 mois. C'est un long processus. C'est un très long processus qui demande du temps, des moyens, de l'investissement et des qualifications. Et chez le jeune, un vrai désir d'aller vers ces métiers. Ces responsables, irresponsables, préconisaient une production en masse d'enseignants au détriment des critères essentiels de compétence et de qualité. Et vous le savez, en Afrique subsaharienne, on a mis au métier d'enseignant des milliers de jeunes qui n'avaient aucune compétence et qui ont souffert le martyre. Je ne dis pas de ce qu'ont reçu les jeunes. Et il y avait de nombreux suicides en Afrique subsaharienne d'enseignants qui me disaient, avant de passer à l'acte, malheureusement, et je n'ai pas pu en empêcher beaucoup d'entre eux, je me sens dépassé, inutile, je ne suis pas formé, je ne suis pas à ma place, et de toute façon, si je laisse cela, la pauvreté m'attend à ma porte, et voilà, je n'ai pas d'autre choix que de quitter ce monde. C'est une réalité, elle existe encore aujourd'hui. Et je vais vous donner un exemple de ce qui se passe bientôt. Donc la sagesse et la clairvoyance doivent progressivement s'imposer et faire prendre conscience que de telles politiques conduiront inexorablement les pays en développement vers un véritable, alors je ne sais pas si le terme existe, mais je vais l'inventer, éducocide. Comme on parle de génocide, d'écocide, etc., éducocide, menant à un accroissement dramatique de leur pauvreté et mèneront aussi les zones sensibles, vous savez, ces territoires perdus de la République, qui sont en danger, des pays plus favorisés, vers une fracture éducative pouvant conduire à des situations insurrectionnelles désastreuses. Et je vous le dis sans être un Cassandre, elle se prépare. Elle se prépare. Et je le sais, pour aller dans ces zones, je parle l'arabe, j'ai eu la chance de parler l'arabe par ma grand-mère, notre grand-mère, et je parle avec eux. Et je peux vous dire que la fracture éducative est en train de devenir une sorte de gouffre béant, face auquel on ne pourra plus rien faire. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais, mais nous n'avons pas les responsables politiques, je suis désolé de le dire, en capacité d'appréhender ce genre de défi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça me dépasse. Et heureusement que j'ai atteint cet âge pour essayer d'accepter cette fatalité. Je reviendrai en fin de mon intervention sur cette question aujourd'hui en France.
Nous pouvons sans ambiguïté affirmer que l'accroissement considérable des connaissances, né de la recherche et du progrès ou du développement, impose plus que jamais une approche qualitative de la transmission des savoirs et de la diffusion des savoirs et de leur acquisition au niveau individuel et collectif. Cette appréciation largement partagée nous conduit vers une renaissance du métier d'enseignant, le plaçant de nouveau au cœur de la toile socio-culturelle comme le fil directeur sur lequel repose la dynamique et l'équilibre de la société de la connaissance à laquelle nous espérons contribuer le plus longtemps possible. Avec le soutien indispensable des technologies de l'information et de la communication, l'enseignant s'affirme aujourd'hui, plus encore comme un guide qui, dès la plus petite enfance, nous permet d'évoluer et de progresser dans le labyrinthe des savoirs en constante expansion. Le métier d'enseignant se diversifie sans cesse au point de correspondre, dès la petite enfance, de la petite enfance aux adultes, à plusieurs métiers, tous reliés par un même fil conducteur. Je dis bien, c'est plusieurs métiers. Il n'y a pas un métier d'enseignant. Il y a plusieurs métiers, et quand vous regardez les défis que rencontrent les enseignants du primaire, qui sont pour moi fondamentaux, c'est eux auxquels il faut d'abord penser. Primaire, collège, puis le secondaire, et puis après nous irons vers l'enseignement supérieur, mais ça c'est une autre affaire. Mais ce sont plusieurs métiers qu'ils doivent assumer. Aujourd'hui, dans les classes, en particulier quand vous allez dans le CESON défavorisé, ils doivent affronter la diversité culturelle, la diversité religieuse, le rejet, la haine de l'enseignant, qui, je l'ai dit, est considéré comme un agent du post-colonialisme auquel leurs parents et leurs grands-parents ont été confrontés. À cet égard, nous savons avec certitude que le développement cognitif commence dès les premiers instants de la vie et que les processus d'apprentissage et de découverte doivent être accompagnés et soutenus dès les premières années par l'environnement familial, bien sûr, quand les familles peuvent assumer ce rôle, ce qui n'est pas toujours le cas, puis par des enseignants particulièrement qualifiés et bien formés. Enfin, à l'autre extrémité de la chaîne éducative, les exigences modernes de formation professionnalisante, qui sont là aussi très importantes, et de reconversion professionnelle, sans cesse actualisées en réponse au prolongement de la durée de vie et à ses conséquences sur nos activités socio-professionnelles, nécessitent la formation et l'accueil d'enseignements hautement spécialisés et motivés. Il est à cette fin indispensable d'accroître plus encore l'ouverture du métier d'enseignant à des professionnels en activité ou désireux de se reconvertir après des années d'expérience professionnelle. Là aussi, il faut ouvrir. On l'avait fait à l'époque, dans les années 89-90, où je présidais pour la première fois Paris 1 et la conférence des présidents d'université. Et donc nous avions décidé avec Claude Allègre d'ouvrir l'enseignement supérieur à ces professionnels désireux d'enseigner, de devenir des enseignants et d'apporter leurs compétences, leur expérience au niveau des étudiants, ce qui a permis d'améliorer la qualité professionnalisante de certains diplômes. Mais il faut faire attention, les diplômes universitaires, les formations universitaires, ne sont pas à vocation uniquement professionnalisante. Or, aujourd'hui, regardez l'évolution de nos universités. Que viennent chercher les jeunes à l'université? Un diplôme pour aller vers une profession. Dès que vous leur posez la question du contenu, de ce qu'ils ont appris, la réponse est sidérante. Je m'en fiche. Ce que je veux, c'est mon master. Ce que je veux, c'est mon DUG. Le DUG n'existe plus. Ma licence ou ma bilicence que j'ai contribué à créer à l'époque, pour ouvrir un peu le spectre disciplinaire. Donc là aussi, c'est quelque chose de très important qu'il faut prendre en compte. Nous sommes en train de changer, le monde change, mais les mentalités restent toujours les mêmes, celles de l'utilitarisme de l'éducation, que ça serve pour un métier. Et j'ai beaucoup entendu de jeunes me dire, maintenant que j'ai le master, je suis tranquille, je suis le roi du monde. Je dis, t'es le roi de rien du tout.
Tu seras jamais, les rois n'existent plus chez nous, ils existent ailleurs, mais sois déjà conscient de ce que tu es, de ce que tu vaux, et prépare-toi à une évolution tout au long de la vie. Aujourd'hui, les savoirs acquis à 22, 23, 24 ans ne suffisent plus. Ça va à une vitesse exponentielle, à tous les niveaux de compétences. Hein, qu'on soit polytechnicien, qu'on soit normalien, pour plus, hein, centralien ou autre, tout ce qu'on a appris jusqu'à l'âge de 22, 23 ans, 20 ou 30 ans plus tard, ne sera plus suffisamment efficace pour nous permettre de garder notre position socio-professionnelle. Alors, une telle opportunité ne doit pas, à mon avis, se généraliser à des enfants et à des adolescents encore trop fragiles en regard des 4 piliers de l'éducation, c'est-à-dire que cette dimension professionnalisante, etc., très bien, mais c'est pour les adultes ou les jeunes adultes. Mais il faut garder en mémoire les 4 piliers de l'éducation du rapport Jacques Delors, que vous avez sans doute lu en 1996, publié et commandé par l'UNESCO, et le directeur général que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait Don Federico Mayor, et qui avait demandé à Jacques Delors d'écrire et de publier un rapport mondial sur l'éducation. Et ce rapport faisait suite à un autre rapport précédent, de 1972, que nous devons à Edgar Faure, le président Edgar Faure. Donc l'UNESCO a mis à la disposition du monde 2 rapports mondiaux sur l'éducation, l'un de 72, l'autre de 96. Je préconise aujourd'hui que l'UNESCO reprenne son bâton de pèlerin pour aller vers un 3e rapport mondial sur l'éducation, capable d'aborder avec sincérité, avec honnêteté, avec pertinence et avec efficacité les grands défis de l'éducation aujourd'hui, qui ne sont plus les mêmes que ceux de 72 et ceux de 96. Cependant, et ça fixe un peu le rôle de l'enseignant, en particulier pour les jeunes, les plus jeunes, ces quatre rapports préconisaient le retour ou le développement, je ne sais pas si on peut parler de retour, d'un humanisme éducatif. Le terme apparaît pour la première fois dans l'un de ces 2 rapports. Et je crois que c'est dans le rapport Jacques Delors que cela est mentionné, la notion d'humanisme éducatif. Dans le rapport Edgar Faure, on parle de cité éducative. De cité éducative. Et que disent ces deux rapports? Ils développent les 4 piliers de l'éducation. Et ces 4 piliers de l'éducation, vous les connaissez toutes et tous, je suis sûr, mais je les rappelle, au cas où, voilà. Le premier pilier, pourquoi va-t-on à l'école et pourquoi va-t-on apprendre? Eh bien, c'est d'abord et avant tout pour apprendre à être. Premier pilier, apprendre à être. Tout est dit déjà là-dessus. C'était le thème du rapport, le titre du rapport Edgar Faure. Apprendre à être. Et là, on peut en discuter. Qu'est-ce que ça veut dire être? Que veut dire apprendre à être? À être quoi? À être un expert? À être un grand spécialiste? À être un dirigeant d'entreprise? À être une femme ou un homme politique? Ou bien simplement d'être un citoyen actif, solidaire, ouvert, capable, en empathie, de comprendre les enjeux du monde aujourd'hui. Et Dieu sait, enfin Dieu, celui que vous voudrez, à quel point apprendre à être est difficile. Et on l'apprend tout au long de la vie. Mais les prémices de cet apprentissage, eh bien, se développent dans la famille, quand il y en a. Quand il y en a. Là aussi, j'ai eu des expériences en Somalie, en Érythrée, d'enfants soldats, auxquels je venais parler d'éducation. Et je me rappelle, ils étaient des dizaines, j'ai passé des semaines entières après sous calmant, qui me disaient « Mais monsieur, vous venez nous parler d'éducation. Mais nous, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Un maître, on ne l'a jamais rencontré. Nous sommes des enfants soldats. » Et j'en avais entendu parler, mais je l'ai découvert en situation. Et un jeune, un jour, vient me voir, il n'arrivait pas à dormir, et il me dit « Ils viennent. Je dis « De quoi parles-tu » Ben, toutes celles et ceux que j'ai tués. À 12 ans, il avait plus de 80 victimes à son actif, à la machette. Ces enfants soldats que les familles vendaient ou qui étaient enlevés par les chefs de guerre.
en Somalie, en Érythrée et dans d'autres pays, au Soudan, où se développe, et aujourd'hui encore ça existe. Ces enfants soldats, le massacre des Houthis et des Tutsis, c'est ça aussi. Ce sont des enfants à qui on donnait des machettes pour tuer le clan adverse. Et je les vois revenir tous les soirs, ils viennent me demander des comptes. Et je dis alors, qu'est-ce que... Et il me dit, monsieur, vous me parlez d'éducation. Mais pour moi, c'est fini, c'est fichu. Regardez mon regard, et je l'avais remarqué. Et il me dit, dans mon regard, il n'y a plus que la mort. Donc là, c'est facile de dire, là, nous sommes dans un pays où encore, on peut, et j'espère longtemps, très longtemps, parler d'humanisme éducatif. Mais dans certains pays, quand j'allais parler de développement durable au Burkina Faso, dans d'autres pays, et qu'on me disait, non mais attendez, de quoi vous parlez là? Développement durable. Vous avez bousillé la planète, vous les gens du Nord. Hein, vous avez détruit nos forêts, nos minerais, vous nous utilisez, etc. Et vous venez nous donner des leçons de développement durable, alors que vous êtes les responsables de toute cette... Oui, non, j'ai... On les prépare à Saint-Cyr, là, hein, à Polytechnique. Je vous raconterai mon histoire avec Louis le Grand, vous allez rigoler. Et des adolescents, alors, qu'est-ce que je racontais? Je ne sais pas où j'en suis. Donc, apprendre à être. Apprendre à être. Quel est le deuxième pilier? Le plus important aussi, après, apprendre à être. C'est plus philosophique, apprendre à être. Le deuxième pilier, c'est apprendre à apprendre. Eh oui, il faut progressivement être autonome dans l'apprentissage. Et aujourd'hui, avec les technologies modernes, les technologies de la communication, etc., les savoirs sont disponibles partout, à toute heure, à tout moment. À 4 heures du matin, vous pouvez accéder à des théories mathématiques qu'il fallait attendre le lendemain pour aller consulter cela dans les bibliothèques, dans les livres, ou en chimie. Que n'ai-je connu Christian avant, hein? Il m'aurait sauvé. Je vous raconterai même une anecdote là aussi, bon, on se livre, hein, sur la chimie. Ouais, je vais vous la raconter, parce que c'était mon angoisse, la chimie. Alors d'abord, le lycée Louis le Grand, que je respecte, que je vénère, mais j'ai fait 2 jours au lycée Louis le Grand, pas plus. Je venais, bon, je suis un enfant d'immigrés, j'en ai parlé à Genève, mon premier élève a été ma mère, c'est ma mère qui a été mon premier élève. Elle a repris ses études avec moi dès l'âge de 6 ans. Moi, 6 ans, elle en avait 26. Et Odette, à qui je rends hommage, elle n'est plus là aujourd'hui, m'a instillé le virus de l'éducation. Et comme je ne voulais pas aller à l'école, je le dis parce que je l'ai déjà dit une fois, elle m'a dit, on m'appelait Jojo, parce que j'étais un affreux Jojo, elle m'a dit, tu vas pas aller à l'école pour toi, hein. On était des immigrés, on était arrivés à Saint-Avold. Il y a des gens de Saint-Avold ici, en Moselle. Choc climatique et culturel. Au mois d'août, on crevait de froid. On venait de Tunisie, il faisait 30 degrés. On arrive à Saint-Avold, il faisait 8 degrés au mois d'août. Et il faisait sombre. Pas de lumière. Il fallait se chauffer. Ma mère a fait une dépression d'ailleurs. Et moi avec. Et donc, elle me dit, non, tu ne vas pas aller à l'école pour toi. Je voulais pas y aller. Elle était maligne et bien intentionnée. Et elle m'a dit, tu vas aller à l'école pour ta mère. Alors, je lui ai dit, ah non, je comprends pas. Là. Elle me dit, non, j'ai pas pu faire d'études. Elle avait son certificat d'études. Et en 1942, elle avait obtenu une bourse du gouvernement français qui a été annulée parce qu'en 1942, Pétain étant au pouvoir, une petite juive ne pouvait pas bénéficier d'une bourse de la République française de l'époque. Et elle a vécu tout cela comme une sorte de traumatisme. Ma mère, jusqu'à sa mort, me reparlait de cela. Cette bourse qui n'est pas arrivée. On l'a forcée ensuite à apprendre la couture, ce qu'elle détestait, à faire la cuisine, ce qu'elle détestait. Le couscous de ma mère était immangeable, je vous l'ai dit clairement. Et donc, non mais c'est vrai, je ne pas, je n'insulte pas. Il est mauvais ton couscous, on faisait grève de la faim, mon frère, ma soeur et moi. Bon. Et donc, elle m'a dit, bah, tu vas aller à l'école pour moi. Et tous les matins, j'ai la photo qui le prouve, un article a été publié dans le monde entier. Elle m'attendait avec son petit cahier et je lui racontais tout ce que j'avais appris à l'école. Et donc, d'un élève dissipé
qui ne voulait pas aller à l'école, tout d'un coup, j'étais chargé d'une mission extraordinaire. Donner à ma mère ce qu'elle n'avait pas eu à travers l'éducation. Alors, elle a repris ses études, tant bien que mal. Elle a passé des examens toute seule, sans rien me demander. Et j'ai très vite compris que pour couper le cordon ombilical, parce qu'elle était meilleure que moi dans toutes les disciplines, il n'y avait qu'une discipline qui pouvait me libérer, c'était les mathématiques. Je rentrais en 4e et Odette, ta tante, m'a dit « Oh, les mathématiques, c'est dur ». J'ai dit « Oh là, ça y est, je tiens ma libération ». Et donc, j'ai fait des mathématiques. Et alors donc, après ça, j'étais dans une petite banlieue, Champigny-sur-Marne, je ne sais pas si vous connaissez, le Val-de-Marne, hein, vous connaissez. Et donc j'ai été à l'école du Plan, après j'ai été au lycée Marcelin Berthelot. Oui, dans le prolongement, hein, c'est la même région, où j'ai été jusqu'en terminale, et puis là j'ai rencontré un jeune homme à qui je rends hommage dans mon article, qui s'appelait François Lescure, un génie en maths. Vous l'avez connu, François Lescure? Bon, un génie en maths, et qui est venu me voir et qui m'a dit « C'est toi le Tunisien ?» Je dis « Ouais, j'étais encore Tunisien. » Ah, décidément, là, c'est quoi là? On retourne à la caserne. Tu as connu ça, toi? C'est marrant. Oui, je n'avais pas remarqué. Et donc, qu'est-ce que je racontais? Ah oui, donc, j'étais bon élève, surtout en sport, et c'était ma passion. Et François Lescure vient me voir et me dit c'est toi le Tunisien? Ouais. Il me dit, tu sais qui je suis? Là aussi, c'est ça aussi, l'éducation avec les enseignants. Et le professeur, qui s'appelait Monsieur Chevalier, je me rappelle, professeur de maths, avait incité Lescure à venir me voir. Et c'est aussi le rôle d'un enseignant de mettre en contact les enfants, les élèves, lorsqu'ils en ont besoin. Et il lui a dit, va voir Haddad. Et donc, il est venu me voir et il m'a dit, tu sais, je suis le génie en maths. Ah bah, je dis, très bien, et qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu veux? Ah, il me dit, écoute, je te trouve sympa, et d'autant que j'ai entendu les autres dire, enfin, ce Tunisien ne sera plus premier de la classe. Alors là, moi, c'était un choc. Hein. Il m'a dit, ça te fait quoi? Je lui ai dit, ça, j'en reviens pas. J'en reviens pas, j'ai aidé tout le monde dans la mesure de mes capacités, mais que cela suscite une telle jalousie de la part de mes camarades, c'était pour moi comme si on me versait un seau d'eau gelé sur la tête. Et il a cette sagesse de me dire, écoute, on va passer un pacte. Je me souviendrai toujours, pacte. Et je lui dis, lequel? Il me dit, je vais te faire découvrir les maths, parce que je suis un génie, et toi, tu vas me faire découvrir autre chose. Alors, je sens que vous allez me demander ce que c'est, je peux en parler. Il me dit, comme tu es un dragueur reconnu, tu vas m'aider avec les filles. Et j'ai accepté le pacte. Alors, de son côté, pour moi, ça a très bien marché. Pour lui, j'ai eu du mal. Il était très beau, très sympathique, mais il ne se lavait pas. Alors, aller draguer pour quelqu'un qui ne se lave pas, c'était terrible. Mais ça a été un apprentissage, et je l'ai forcé à prendre sa douche régulièrement. Donc, apprendre à apprendre est un point très important de l'éducation, et les enseignants doivent aider les jeunes à se libérer progressivement et à aller vers la connaissance, et apprendre à apprendre est une des missions fondamentales de l'enseignant ou de l'enseignant. Troisième pilier, Jean-Marie, apprendre à faire. Apprendre à faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre des responsabilités, à aller vers une vie active, professionnelle ou autre, à agir comme dans le cadre de la MOPA, c'est très important, l'action que vous menez, essentielle, et de faire des choses qui servent et utiles pour le plus grand nombre, et surtout pour ceux qui sont les plus défavorisés. Là aussi, apprendre à faire, c'est quelque chose d'essentiel, et moi, ça a été pour moi une découverte progressive dans mon parcours d'élève, d'étudiant, apprendre à faire. Ensuite, le quatrième, qui est pour moi celui qui clôt en apothéose ces 4 piliers, c'est apprendre à vivre ensemble. Dans la diversité culturelle, religieuse, nationale, etc. Et là aussi, c'est une mission pour les enseignants. Mais encore faut-il qu'ils soient formés
à cet apprentissage, à cet enseignement du vivre ensemble. C'est très compliqué quand vous les parachutez dans des banlieues où ils sont confrontés à un monde qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas, et qui les rejettent en plus. Comment voulez-vous qu'ils apprennent aux élèves à vivre ensemble? Là aussi, c'est un sacré métier, et qui aujourd'hui prend de plus en plus d'ampleur. On reviendra là-dessus, mais c'est qui prend de plus en plus d'ampleur et d'importance. C'est crucial, c'est pas simplement donner les connaissances, donner les savoir-faire ou la capacité d'apprendre, mais aussi d'être conscient de la diversité du monde dans lequel on vit et dans lequel nous allons de plus en plus devoir vivre aujourd'hui et demain. Donc là aussi, ces 4 piliers du rapport de l'ordre portent en eux l'essence même de cet humanisme éducatif représenté et soutenu par les enseignants. Donc former un enseignant, que ce soit en agrègue d'histoire, c'est pas simplement leur demander de donner les dates, de donner les événements, mais aussi de comprendre l'histoire telle qu'elle est, les événements, de les resituer dans leur contexte historique. Là aussi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit à mes étudiants, n'analysez pas l'histoire à la lumière de ce que vous vivez aujourd'hui. Essayez aussi de vous transplanter dans ces périodes terribles, ces périodes historiques où on n'avait pas la même éthique, la même déontologie. Et dans ce qui nous paraît inacceptable aujourd'hui, malheureusement, l'était à l'époque. L'esclavage, l'horreur des horreurs, l'abomination. Mais à l'époque, tout le monde, y compris l'Église, promouvait ce genre de comportement. Donc là aussi, il faut savoir resituer les choses dans un contexte historique et les critiquer, bien sûr, aujourd'hui, pour que cela ne se reproduise plus. Les erreurs de l'histoire doivent être comprises, interprétées, intégrées, pour ne plus être répétées. Malheureusement, comme je l'ai dit, pour que rien ne change, il faut que tout change, mais là, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, ces 4 piliers et leur plein accomplissement nécessitent la présence bienveillante et qualifiée d'un enseignant en chair et en os. Cela ne peut pas s'apprendre par l'informatique. Cela ne peut pas s'apprendre par l'intelligence artificielle. Il faut une présence en chair et en os, bienveillante, compétente de l'enseignant. Là aussi, à l'exemple émouvant, et là aussi c'est de Monsieur Germain. Ça vous dit quelque chose, Monsieur Germain? Chaque fois que je lis les lettres à Monsieur Germain, je pleure. Je pleure d'émotion, parce que d'abord, toute proportion gardée, je me sens très proche d'Albert Camus pour diverses raisons. La pauvreté, la misère, je l'ai vécu, et puis le soleil. Et comme lui, j'ai été à mi-chemin entre la misère et le soleil. Et j'ai eu la chance de rencontrer des messieurs et des madames Germain qui m'ont porté. Moi, je voudrais que tous les enfants dans toutes les écoles de France et d'ailleurs lisent ces lettres. Où Albert Camus vient de recevoir le prix Nobel de littérature et où M. Germain lui dit « Mon petit », il commence comme ça, « Mon petit, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. J'ai su reconnaître en toi, etc. » Et Camus lui voue cette reconnaissance en lui disant « Avec ma mère, vous êtes la personne la plus importante de mon existence. » Un enseignant, après la mère ou avec la mère. Et ben, ça a été mon cas aussi, hein, avec François Lescure, quand même, hein, qui a compté énormément, mais des enseignants qui m'ont porté, qui m'ont permis d'avoir cette chance d'être accueilli dans la plus belle école du monde, l'école de la République française. Je me souviens en 56, 57, tu étais né déjà, Martine? Ouais. Tu n'étais pas né en 57? Bon, elle n'était pas née. Quand nous sommes arrivés en France, mon père nous a dit, vous ne vous rendez pas compte de l'honneur que nous recevons. Nous sommes accueillis dans le pays de l'éducation. Et je voudrais que chacun d'entre vous, dans la mesure de ses capacités et de son possible, bénéficie de tout ce que la France va lui apporter, et plus tard, rende à la France, ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'elle lui a apporté. C'était le credo familial. Et c'était pas un credo vers l'assimilation. Mon père ne disait pas d'assimilation, de l'intégration. S'assimiler, c'est
C'est en chimie, tu te dissous. Non, on a gardé nos valeurs. Je suis resté tunisien, j'aime la culture tunisienne, la nourriture tunisienne, mon éducation religieuse qui était approximative parce que bon, c'était comme ça, ne m'ont pas empêché de m'intégrer. Et mon but était de m'intégrer dans ce pays que j'ai tant aimé et que j'aime tant. C'est ce qui manque aujourd'hui le plus et je reviendrai là-dessus et je vous donnerai mon expérience d'immigré d'Afrique du Nord face à ces jeunes que je rencontre et avec lesquels je parle dans leur langue, qui devrait être le français. Eh bien non, ils refusent de me parler en français, dans ces banlieues, etc. Alors, la formation des enseignants ne peut se faire, donc M. Camus et M. Germain, surtout. Il n'y a pas de prix Nobel sans maître. Il n'y a pas de prix Nobel sans enseignants, initialement, pour former des génies de cette trempe. Et s'il est bien une personne que j'aurais aimé connaître de mon vivant, c'est bien Albert Camus. Quelques pays l'ont bien compris, comme je l'ai dit, d'autres, comme la France, je suis désolé de le dire, doivent consentir de réels efforts dans cette direction. Et beaucoup d'audace politique, d'intelligence politique, mais aussi un sens de l'avenir que malheureusement nos dirigeants n'ont pas, puisqu'ils ne vivent que dans le court terme. Être élu ou être élu. N'oublions pas ces pays en Afrique, tout particulièrement, mais pas uniquement, dans lesquels les enfants, tenez-vous bien, j'y étais récemment, doivent descendre dans la rue, quémander de l'argent pour assurer la vie de leurs enseignants. Aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, vous verrez dans les rues de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso et dans d'autres, etc., des enfants sortir après les cours, faire l'aumône, comment ça s'appelle, quémander l'aumône, pour payer leurs enseignants. Ils ne reçoivent même plus leur salaire. C'est une réalité. On ne va pas arriver là, je ne pense pas, en France, mais qui sait, justement. Un pays, je le répète, qui ne valorise pas ou qui ne respecte pas ses enseignants ne peut pas décemment prétendre aimer ses enfants. Alors maintenant, nous abordons la question un peu plus nationale, si vous le voulez bien, de la situation des enseignants. Et Jean-Marie va vous dire des choses édifiantes sur les agrégations, les CAPES. J'ai encore un peu de temps ou c'est bon? Je peux arrêter, hein? En 5 minutes? Oui. Maintenant que je suis à la retraite, je prends un peu plus de temps, mais même quand j'étais président d'université, que ce soit la première fois, la deuxième fois, et surtout à l'UNESCO, c'est d'aller dans les zones sensibles. Hein, vous savez, l'éducation, c'est pas Neuilly, comment ça s'appelle Neuilly, Saint-Germain, hein, Passy, etc., les inconnus, hein, qui sont mes amis. Didier Bourdon est un ami très proche. C'est pas ça. Il faut aller dans ces zones perdues de la République. Je sais pas, c'est Ben Soussan qui avait utilisé ça. Il a fait un très bel ouvrage qui a été rejeté, critiqué, et qui aujourd'hui se révèle d'une actualité brûlante. Quand vous allez dans ces zones, et que je discute avec eux, je dis l'école. Alors, les malheureux vivent dans des conditions sordides, de rejet. Ils sont dans des zones de non-droit, c'est des ghettos. Ce sont des ghettos. Les familles sont désemparées, parfois même humiliées. Je vais même raconter, là j'aimerais bien que Jean-Marie me dise si c'est vrai ou faux. Je discutais avec un harki, un vieux monsieur, qui avait participé à la libération de Strasbourg, avec le général Leclerc. Et il me dit, on est à rentrer dans Strasbourg pour vous faire comprendre d'où vient cette haine dans les générations futures et le rejet de l'éducation qui est corollaire de cette haine. Et il me dit, quand nous sommes arrivés à Strasbourg pour libérer Strasbourg, on était fiers, on était heureux, on avait perdu beaucoup de camarades sénégalais, tunisiens, algériens, etc. Mais on libérait la France, notre pays, de la tutelle et de la dictature nazie, allemande, nazie. Parce qu'on dit nazi, les jeunes ne savent pas ce que souvent, nazi. Ça vient d'Allemagne, hein, quand même. Hein. Le nazisme est né en Allemagne avec un accord tacite ou passif d'une population
fortement nombreuses. Bien. Et donc, on est rentré à Strasbourg et on était filmé. Il y avait un caméraman ou des caméramans officiels qui filmaient la libération de Strasbourg. Et puis, vous savez, c'était le cinéma pâté, les trucs qui passaient dans les cinémas avant les films. Et il me dit, on va au cinéma et on voit l'armée libérer Strasbourg. Il n'y avait personne, il n'y a aucun d'entre nous n'y était. C'est la lettre que j'ai écrite aux étudiants de 2071. Où étaient les Sénégalais, où étaient les Togolais, où étaient les Algériens en 2071, qui est scellé dans cette armée. Comment on appelait ça? Et il a dit, est-ce que vous pouvez essayer de trouver une réponse? Parce que je porte ça jusqu'à ma mort, je ne comprends pas. Et je leur dis, voilà, je ne suis pas dans le film, moi ou mes camarades, il faut aimer. De ceux qui ont libéré Strasbourg avec le général Leclerc. Ce que nous avons la chance de recevoir dans ce maire de pays qui est là. Parce que le film officiel, c'est pas ça. La formation des enseignants, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Je l'ai dit, général de Gaulle, je rends hommage là, parce que c'est un grand monsieur qui a sauvé la France de socio-économique totale et qui a contribué à sa libération pour l'avenir de nos successeurs. Et lui a redonné. Quelques pays l'ont bien compris. Et bien, quand il a des enseignants, une vie digne et confortable. Il a dit à Leclerc, mais Leclerc, j'étais allé en Finlande, on va le présenter. J'étais allé en Suisse, j'étais allé à Singapour. Où sont les soldats? Je peux vous dire qu'un enseignant du primaire, au sens avec la peau et tout, il était français et confortable, paraît-il, avec des salaires que vous n'aurez même pas réalisé un film. Alors quand je demandais aux responsables politiques, comment jours ou une semaine, ils me disent, mais ils ont recruté des figurants nationaux et alsaciens, bien payés des enseignants pour attirer les meilleurs films, pour attirer les plus convaincus et les plus convaincants ensuite. C'est une mission politique essentielle. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Ce n'est pas de les traiter comme des moiriens qui font ce métier parce qu'ils n'ont pas grand perspective. C'est le plus beau métier du monde. Quand il est cette humiliation de perdre à la fois ses frères, ses amis et salaires, et ne même pas apparaître au défi et aux enjeux qui sont les officiels. Et lorsque vous voyez de la libération de Strasbourg correspondre un élève à des figurants enseignants de primaire, soldats réels, commencer à des salaires honteux d'avoir de l'amour, honteux, qui ne leur permettent pas d'élever une famille convenablement. Et vous avez aujourd'hui des générations de jeunes, c'est pas possible, qui ont été élevés dans ce sentiment. Possible. Je vous parle de Strasbourg, j'en ai bien sûr, on ne va pas leur donner un salaire à la Bill Gates ou à la, je sais pas quoi. Donc là aussi, il faut qu'on ait quelque chose de convenable. Comment? Pour qu'ils vivent et qu'ils soient motivés. Parce qu'il y avait une progression. Là aussi, il faut salariale. Avec l'expérience professionnelle. Et réellement, là aussi, je vais ramener elle doit être enseignée. Bon, je suis prof d'université, on cache les réalités qui mènent à des situations que nous ne pouvons plus contrôler aujourd'hui. Je me rappelle, et quand je discute avec ces jeunes, qui était le président de l'Académie pour leur demander d'aimer, m'appelle et il me dit, Jean, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Mon grand-père a été humilié, son fils a été traité presque de des façons, comme un esclave de construire le pays, et je lui dis, mais alors, comment vous voulez que je l'aime ce pays, et je vis dans des conditions encore pires. Que tu es classe exceptionnelle, dans des lieux qui sont des zones de monde le plus haut niveau, abandonnés, et je dis, on nous envoie des enseignants, souvent sans expérience, tu ne progresseras plus. On les jette en pâture, alors je voudrais envoyer les plus expérimentés, ce que peut-être une connaissance suffisante pour appréhender toutes ces tensions psychanalytiques et psychologiques aujourd'hui. C'est pour cela que je préconise que dans ces zones-là, chaque enseignant, chaque école, soit doté de psychologues de l'éducation. Ce n'est plus capable d'accompagner les enseignants. Et la France a les moyens. Alors vous allez me dire, les infirmiers psychologiques, mais bien sûr. Et il faut améliorer dans tous les niveaux, à tous les niveaux, la psychologie professionnelle, socio-professionnelle, les rémunérations. Mais si on ne commence pas par le Piaget, il y a eu des grands psychologues de l'éducation, mais aujourd'hui on prétend former des psychologues de l'éducation, les enseignants. Et surtout d'abord les enseignants, ils aideront les élèves, bien sûr, et leurs familles, pour créer ces liens, et des psychologues formés à ces diversités, à ces enjeux des conditions de vie. Donc quand vous allez dans ces zones-là, de tous les enseignants, vous leur dites l'éducation, bien sûr, de tous les autres corps de métier que je ne néglige surtout pas. C'est pas la nôtre. Quand je vais à l'hôpital, je dis ça aux autres infirmières. Je me bats pour vous. Et donc, on va à l'école. Moi, je sais bien qu'on ne veut pas que nos parents soient pénalisés. On parle même de supprimer les allocations familiales. On parle même de ceci, etc. pour les familles de délinquants. Bon, c'est... Je vous promets que ce n'est pas facile à élever des enfants dans ces conditions. Et les enseignants, mais j'ai une admiration totale pour eux. Quand ils arrivent dans ces lycées, dans ces collèges, où ils sentent la haine, ils sentent un regard terriblement blessant à leur égard. Et que me disent les familles,
Ils me disent, mais ces enseignants, quand c'était en Tunisie, c'était bien, en Algérie, c'était bien, ils venaient nous apporter la culture, ils venaient nous apporter la connaissance. Là, ils viennent nous dresser. Ils viennent nous formater pour être des citoyens plus ou moins actifs et plus ou moins engagés dans la société. Dernièrement, j'étais avec des collègues étrangers qui parlaient francophone du Québec, et nous sommes allés dans une université que je nommerai pas, du nord de Paris. On était dans le campus et j'ai voulu faire une expérience. À leur détriment, malheureusement, il y avait un groupe de jeunes et je leur ai dit je me suis perdu, j'arrive pas à retrouver le chemin. Est-ce que vous pourriez aller leur demander le chemin à ces jeunes? Et mes collègues sont revenus complètement décomposés, ils m'ont dit mais ils n'ont pas voulu nous répondre, sauf si on leur parle en arabe. C'est vrai? Bon, je le savais. Et le meneur leur a dit écoutez, dans l'amphi, dans les classes, on parle français, on est obligé. Mais sur le campus, c'est l'arabe. Donc si vous ne parlez pas arabe, on ne vous montrera pas le chemin. Donc j'y suis allé. Bon, après, ça s'est bien réglé, puis je le connaissais le chemin. Mais je leur ai parlé en arabe. Je leur ai dit, mais vous prenez les choses de la pire des façons. La France vous offre des conditions incroyables. Mais où vous allez étudier, comme en France, à coût si réduit? Regardez aujourd'hui la marchandisation de l'éducation. C'est de la folie. Il faut payer 20 000, 30 000, 40 000 euros pour une année universitaire. Mon fils est chercheur dans une grande université anglaise et il enseigne au niveau du Master 2 et après. Il me dit, je n'ai plus d'étudiants anglais parce qu'ils ne peuvent pas se payer ces études. Et il n'a que des Chinois, que des Indiens fortunés. Et il me dit, il n'y a pas d'anglais dans mes séminaires, etc. Donc là aussi, c'est une réalité. Et puis la deuxième réalité que mon fils représente modestement, c'est que ces élites que nous formons, ben, ils partent. Ils partent pour survivre. Hein, combien? L'exode est massif aujourd'hui, hein, d'élites dans les domaines des sciences. Heureusement qu'il y a des Christian Amator, mais tu as dû enseigner en Amérique, toi, peut-être que je te prie. Ben oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on veut faire de la recherche, avoir des moyens de développer des idées originales, etc., ben, il faut de l'argent, il faut du soutien. Alors, toutes ces vaines paroles politiques, moi, je n'en peux plus, je ne les écoute plus. Et j'ai vécu, comme vous, un traumatisme terrible. Non, je ne parle pas des événements d'Israël et de Palestine, qui sont pour moi une souffrance monumentale. Monumentale, et je peux vous le dire qu'il n'y a pas un jour où je ne pleure pas. Parce que je ne vois plus la solution. Je ne vois plus. Et pour les Palestiniens, et pour les Israéliens. Je ne la vois plus, la solution. Les Indes deviennent... Bon, je ne vais pas rentrer dans ce truc-là. La souffrance est partout et la mienne est totale. Mais nous avons une rentrée scolaire que je considère comme indigne et consternante. Pour moi, la rentrée scolaire, c'était la joie quand j'étais enfant. La joie d'aller à l'école, de retrouver mes maîtres, de retrouver mes camarades, les livres qu'on nous distribuait. Aujourd'hui, de quoi a-t-on parlé pour la rentrée scolaire? Bravo! On n'a parlé que de la baya. On a tout oublié. Les enseignants, les programmes, les jeunes, le soutien à celles et ceux qui n'ont pas les moyens. Non! La baya, la baya, la baya, la baya, la baya. Je suis contre la baya à l'école. Sinon, mais on ne peut pas résumer la rentrée scolaire sur la baya. Mais on a tous laissé faire. On a tous laissé faire. Nous sommes tous des responsables passifs au pire d'une dérive aujourd'hui d'idéologues politiques. Les uns cherchent un électorat, les autres cherchent aussi un électorat et à se préserver. Et c'est pas ça. Moi, je dis que la rentrée scolaire, on parle des programmes, on parle des enseignants, on parle des métiers, on parle des contenus, on parle des livres, on parle de toute cette joie qui était... C'était des moments de célébration, la rentrée scolaire. Aujourd'hui, c'est des moments de souffrance et d'inquiétude. Et quand en plus des enseignants, nos frères, dans ces métiers, se voient tués parce qu'ils sont enseignants, là, je crois que nous sommes en train d'approcher du degré zéro de l'humanisme éducatif. Voilà, je vous remercie. Et
Désolé pour voter maintenant.